Il se tenait pieds nus, les talons fendus par le sang séché, au milieu des miroirs étincelants de Versailles. Les courtisans éclataient de rire, les dames cachaient leurs sourires derrière des éventails de soie. Mais quand le roi Soleil leva la main, le silence tomba comme une épée. Tous retenaient leur souffle. Que dirait le monarque en voyant un soldat sans bottes oser franchir les portes de son palais? Abonne-toi pour suivre cette histoire de honte, de courage et de dignité face au pouvoir absolu. Le matin où tout commença, Étienne n'avait plus rien d'un soldat de gloire. Ses bottes, trouées depuis des mois, avaient cédé dans la boue de la campagne de Flandre. À chaque pas, ses pieds nus s'enfonçaient dans la terre gelée, et le froid mordait sa chair comme 1000 lames. Pourtant, il avançait. Il avançait parce que son capitaine lui avait remis une mission qu'aucun autre n'osait prendre, porter un message jusqu'à Versailles. Ce message, disait-on, concernait la survie entière d'un régiment, des centaines d'hommes épuisés, affamés, encerclés par l'ennemi. Sans renfort ni ravitaillement, ils étaient condamnés. Étienne n'avait ni cheval, ni manteau. Seulement ses jambes, son souffle et une obstination sauvage. 3 semaines plus tard, après avoir traversé des villages indifférents et des forêts pleines de loups, il atteignit enfin la capitale. Ses habits n'étaient plus que des haillons, ses pieds saignaient à chaque pierre, et son visage portait la marque d'une fièvre qu'il combattait depuis des jours. Quand les gardes du palais le virent s'approcher, ils éclatèrent de rire. « Hé, soldat, où sont passées tes bottes? Elles ont déserté avant toi. Regarde-le, il croit qu'il va parler au roi. À moitié nu, on le prendrait pour un mendiant. » Étienne ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient, mais pas de honte, de faim. Il serra plus fort la lettre qu'il portait dans sa chemise et demanda d'une voix rauque « Conduisez-moi à Sa Majesté ». Les rires redoublèrent, mais l'un des officiers, intrigué par la détermination de ce spectre de soldat, finit par ordonner qu'on le laisse entrer. Ce fut ainsi qu'Étienne, pieds nus, traversa la galerie des glaces. Chaque pas laissait une trace rouge sur le marbre poli. Les courtisans se détournaient, offusqués. Certains ricanaient à voix basse. Voilà donc l'image de l'armée du roi, un vagabond couvert de boue. Qu'on le chasse avant qu'il ne salisse davantage ce palais. Mais Étienne marchait, les yeux fixés sur le trône doré où siégeait le roi Soleil. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait résonner dans toute la salle. Et alors que les rires enflaient, le roi leva sa main. Le silence fut immédiat. Lentement, Étienne s'agenouilla, tendit la lettre et murmura « Sire, vos soldats meurent. Ils ont besoin de vous. » Un frisson parcourut la salle. Jamais on n'avait entendu une voix aussi brisée et pourtant aussi forte. Le roi prit la lettre d'un geste lent, presque cérémoniel. Ses yeux, d'un brun sombre et impénétrable, restèrent fixés sur le visage d'Étienne un long instant. Puis il rompit le seau de cire. Un silence de tombe régnait dans la galerie des glaces. Pas un éventail ne battait l'air. Pas un souffle n'osait troubler le moment. Les lignes écrites par le capitaine étaient simples, presque désespérées. Sans pain, sans poudre, sans renfort, nous ne tiendrons plus. Les hommes tombent chaque jour. J'en appelle à la pitié de votre majesté. Le roi plia la lettre, posa ses mains sur l'accoudoir sculpté de son trône et se redressa légèrement. Sa voix, grave et claire, fendit le silence. « Qui es-tu, soldat ?» Étienne hésita. Sa gorge était sèche. « Je ne suis personne, sire. Seulement un homme qui ne voulait pas laisser mourir ses frères. » Un murmure parcourut les courtisans. On étouffait des rires nerveux, on chuchotait des moqueries. Mais le roi, lui, ne souriait pas. Ses yeux s'attardèrent
sur les pieds sanglants du soldat, sur les vêtements en lambeaux, sur les joues creuses où la fièvre avait laissé sa marque. « Tu as marché ainsi, depuis la Flandre ?» demanda-t-il. « Oui, sire. » Une dame, perchée sur ses talons d'or, éclata d'un rire aigu. « Quelle comédie! Un vagabond qui joue au héros !» Étienne sentit ses poings trembler. Mais avant qu'il ne parle, la voix du roi claqua comme un fouet. Silence. La dame se figea, pâle, et baissa les yeux. Louis XIV fit signe à ses ministres, mais aucun n'osa avancer. Tous craignaient qu'aider ce soldat ne paraisse admettre une faiblesse du royaume. Alors, le roi se leva. Les miroirs reflétaient sa silhouette majestueuse, drapée de brocart, contrastant avec la misère d'Étienne agenouillé à ses pieds. Il descendit les marches du trône et s'arrêta devant le soldat. Les courtisans retenaient leur souffle. Jamais le roi Soleil ne s'approchait ainsi d'un simple homme. « Tu n'as pas de bottes, » dit-il doucement. « Pourtant tu es venu jusqu'ici. » Étienne leva ses yeux pleins de fatigue et de fièvre. « Les bottes, elles m'ont quitté, sire, mais pas mon devoir. » Un silence pesant s'installa. On pouvait presque entendre le sang couler encore de ses talons. Le roi posa une main sur son épaule. Un geste simple mais qui fit trembler toute la salle. « Alors ce royaume tient debout, grâce à des hommes comme toi. » Les ministres s'avancèrent enfin, la mine fermée, les perruques tremblantes de raideur. Le duc de Louvois, secrétaire d'État à la guerre, prit la parole le premier. « Sire, dit-il d'une voix mielleuse, ce soldat exagère. L'armée tient, comme toujours. Les régiments savent endurer la faim et le froid. Donner foi à ces paroles serait faire offense à vos généraux. » Un autre, plus audacieux, ajouta. « Votre Majesté doit songer à son prestige. Accueillir un misérable pied nus au palais. Cela envoie un signal de faiblesse à toute l'Europe. » Les courtisans approuvèrent de petits hochements de tête, leurs regards méprisants plantés dans la chair, abîmée d'Étienne. On l'observait comme un insecte importun, qu'on tolère trop longtemps. Étienne, lui, sentait la fièvre revenir. Mais il trouva encore la force de répondre. « Je ne parle pas pour moi, mes frères n'ont plus de pain. Certains mangent l'herbe des fossés, ils meurent, et chaque jour, ils crient encore « Vive le roi !» Est-ce trop demander que d'être entendu? Un silence glacé suivit ces paroles. Les courtisans se détournaient, gênés, comme si ce langage cru salissait la magnificence des dorures. Louvois s'emporta. « Insolence! Tu oses parler au roi comme à un simple capitaine? Ce n'est pas ton rôle, soldat. » Il allait ordonner aux gardes d'emmener Étienne. Mais Louis XIV leva la main. Le geste était calme, souverain, et fit reculer le ministre comme un enfant réprimandé. Le roi observa longuement la salle. Les miroirs reflétaient des visages figés par la peur et la colère. Mais aucun n'osait briser le silence. « Ce soldat a fait ce qu'aucun d'entre vous n'aurait osé, » dit-il lentement. « Traverser la France à pied, au péril de sa vie, pour porter un message de vérité. » Il marqua une pause. « La vérité n'est pas une insulte, c'est ce qui maintient le royaume debout. » Les mots tombèrent comme des pierres. Étienne sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, il voyait briller dans les yeux du roi quelque chose d'humain, au-delà du masque de gloire et d'or. Louis XIV se tourna vers ses ministres. « Préparez des convois de vivres et de poudre. Que ce soldat retourne vers son régiment, mais pas pieds nus. » Un murmure parcourut la galerie. Les courtisans échangèrent des regards incrédules. Le roi appela un page. « Apportez mes bottes de chasse. » Un frisson parcourut la salle. Les bottes du roi. Pour un simple soldat. Étienne, abasourdi, osa murmurer. « Sire, je ne mérite pas. » Mais le roi, d'un ton ferme.
tu mérites bien plus que ces bottes. Tu as rappelé à ton roi ce que valent ces hommes. » Et devant toute la cour pétrifiée, Louis XIV fit déposer les bottes devant Étienne. Les bottes étaient là, posées à ses pieds. Cuir sombre, souple, encore imprégné de la cire qui luisait à la lumière des chandeliers. Elles portaient la poussière des chasses royales, l'odeur de la forêt et du privilège. Jamais un homme comme Étienne n'avait approché un tel objet. Les courtisans, d'abord stupéfaits, retrouvèrent leur venin. « Il n'osera pas, » chuchota une marquise. « S'il les enfile, il salit le roi. Et s'il les refuse, il l'humilie. » Étienne sentit leur murmure l'envelopper comme une nuée de serpents. Son cœur battait trop vite. La sueur froide collait à ses tempes. Il leva les yeux vers le roi, qui le fixait sans ciller. Pas de menace dans ce regard, seulement une attente calme, presque bienveillante. Alors il parla, la voix basse, mais claire. « Sire, je suis venu ici pour mes frères, pas pour moi. Je ne mérite pas vos bottes, un silence de plomb. » Les éventails cessèrent de s'agiter. On entendait seulement le craquement des chandelles. Louis XIV avança d'un pas. Sa cape froissa le marbre. « Soldats, dit-il, quand un roi donne, ce n'est pas un marché, c'est un ordre. » La phrase claqua, et des dizaines de perruques se baissèrent en signe d'approbation. Étienne serra les poings. Ses pieds meurtris le brûlaient, ses jambes tremblaient. Accepter, c'était porter sur lui le poids d'un symbole qu'il n'avait pas cherché. Refuser, c'était défier l'homme le plus puissant du monde. Il s'agenouilla lentement, le souffle court. Ses doigts, calleux et sanglants, touchèrent le cuir tiède. Un instant, il ferma les yeux. Il revoyait ses compagnons, affamés dans les tranchées, le regard vide. Puis il enfila les bottes. Elles étaient trop grandes, trop lourdes, mais elles enveloppaient ses plaies comme une promesse. Un murmure parcourut la salle. Certains se signaient, comme devant un sacrilège. D'autres détournaient les yeux, incapables d'affronter l'image. Un soldat couvert de boue, chaussant les bottes du roi Soleil. Louis XIV le considéra un instant, puis un léger sourire passa sur ses lèvres. « Maintenant, soldat, porte ces bottes là où je ne peux aller, et rappelle à tes frères qu'ils ne sont pas oubliés. » Étienne baissa la tête. Ses larmes tombèrent sur le marbre, mais son cœur, pour la première fois depuis des mois, était plus léger. Veux-tu que je continue avec la partie 5, où Étienne retourne vers son régiment et affronte à la fois la route et le poids de ce symbole royal. Vescasali, Prodolgi ChatGPT, Scasal, partie 5, le lendemain, à l'aube, Étienne quitta Versailles. Les bottes du roi brillaient sous la rosée. Trop grandes, trop neuves pour ses pas fatigués. Elles lui semblaient étrangement lourdes, comme si chaque semelle portait le poids du royaume. Les gardes lui ouvrirent les portes du palais, avec un mélange de crainte et de mépris. Aux yeux de beaucoup, il n'était toujours qu'un vagabond chanceux. Mais pour d'autres, il était devenu un signe troublant, l'homme qui avait osé recevoir ce que nul n'aurait même osé rêver. La route vers la Flandre était longue. Les paysans, qu'il croisait, le fixaient avec étonnement. Un soldat en guenilles, chaussé de bottes dignes d'un prince. Certains lui donnaient un quignon de pain, d'autres crachèrent au sol, croyant voir en lui un imposteur. Chaque soir, Étienne retirait les bottes avec précaution, comme si elles pouvaient se briser. Il les posait devant lui, les regardait, puis fermait les yeux. Le cuir luisant lui rappelait la voix du roi. « Porte ces bottes là où je ne peux aller. » Ces mots résonnaient en lui comme une prière et une malédiction. Après des jours de marche, ses jambes tremblaient de fatigue, mais ses pieds, protégés, tenaient bon.
Et enfin, à travers la brume humide, apparurent les silhouettes décharnées de son régiment. Des sommes amaigris, les yeux creux, qui tenaient leurs mousquets comme des bâtons de misère. Lorsqu'ils virent Étienne s'approcher, ils crurent d'abord à une apparition. Puis leurs regards tombèrent sur les bottes. Un silence lourd s'installa. Certains éclatèrent de rires amers. « Voilà notre frère revenu, chaussé comme un roi. Dis-moi, Étienne, as-tu vendu ton âme pour ces bijoux ?» Mais Étienne ne répondit pas. Il sortit de sa veste un parchemin scellé du sceau royal. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le roi envoyait vivres, poudre et renforts. Le régiment était sauvé. Alors, dans le froid et la boue, les hommes se mirent à genoux, non pas devant Étienne, mais devant ce qu'il avait rapporté. Les larmes se mêlaient aux sourires, et pour la première fois depuis des mois, on cria de toutes ses forces « Vive le roi, vive la France !» Étienne baissa les yeux vers ses bottes, tachées de boue et de sang. Il comprit qu'elles n'étaient plus seulement un symbole royal. Elles étaient devenues le témoin silencieux de la dignité de ses frères, de leur souffrance et de leur espoir. Quelques jours plus tard, à l'horizon gris, on vit enfin apparaître les chariots. Le grincement des roues, d'abord lointain, résonna bientôt comme une musique céleste. Des tonneaux de farine, des sacs de pain noir, des barils de poudre et même quelques barriques de vin. C'était le miracle que personne n'osait plus espérer. Les soldats se précipitèrent, les mains tremblantes. Certains s'agenouillèrent devant les miches encore chaudes, comme devant des reliques sacrées. D'autres, en recevant une ration, éclatèrent en sanglots. La boue de la tranchée se transforma soudain en terre promise. Étienne, lui, restait en retrait. Ses bottes royales étaient déjà couvertes de poussière et de sang, mais c'était sur elles que se posaient tous les regards. À chaque pas qu'il faisait, les hommes semblaient se redresser, comme si le cuir imprégné de la voix du roi leur rendait des forces. Le capitaine du régiment, un vieil homme au visage creusé par la guerre, s'approcha de lui. Sa main tremblait quand il posa ses doigts sur l'épaule d'Étienne. « Tu as fait plus qu'apporter des vivres, fils. Tu nous as ramené la dignité. » Étienne voulut protester, dire qu'il n'était qu'un messager, mais les voix des soldats l'interrompirent. « 3 vivats pour Étienne. À genoux, mes frères, il a marché pour nous. » Alors, dans un chaos de cris et de larmes, ils tombèrent à genoux, non pas devant un roi d'or et de miroirs, mais devant l'un des leurs, pieds jadis sanglants, maintenant protégés par les bottes du pouvoir. Étienne sentit ses entrailles se nouer. Il ne voulait pas être une légende. Il voulait seulement voir ses frères manger et vivre un jour de plus. Pourtant, il comprit que la légende s'écrivait malgré lui. Chaque regard posé sur lui scellait son destin. Désormais, on le surnommerait le soldat aux bottes du roi. La nuit venue, alors que les hommes chantaient enfin, autour d'un feu nourri, Étienne contempla les flammes. Il se demanda si un jour il pourrait redevenir simplement Étienne, fils de paysan, frère d'armes. Ou si, à jamais, il devrait porter ce fardeau brillant qui le séparait des autres. Le répit ne dura pas. Quelques semaines après l'arrivée des convois, le régiment reçut l'ordre d'avancer. L'ennemi, mieux armé et mieux nourri, se déployait déjà dans les plaines de Flandre. Le sol tremblait sous les canons. La guerre, indifférente aux miracles et aux légendes, reprenait son dû. Dans la boue des tranchées, les regards revenaient toujours vers Étienne. Ses bottes, souillées de terre et de poudre, semblaient briller d'une aura étrange. Certains touchaient le cuir comme pour y puiser du courage, d'autres murmuraient « Tant que les bottes du roi sont avec nous, nous ne tomberons pas ». Étienne sentait ce poids grandir chaque jour.
Il n'était plus seulement un soldat, il était devenu un talisman, mais il savait que le plomb et le fer n'épargnent ni les héros, ni les légendes. Le matin de la grande attaque, le capitaine réunit ses hommes. « Aujourd'hui, dit-il d'une voix ferme, nous tiendrons ou nous mourrons. Mais souvenez-vous, nous ne sommes pas seuls, la France nous regarde. » Puis se tournant vers Étienne, « Et toi, fils, la France te porte sur ses épaules. » Étienne sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Il voulut répondre, mais les tambours retentirent, couvrant ses mots. Alors, le cœur lourd, il marcha en tête, ses bottes enfoncées dans la boue sanglante. Le combat fut un enfer. La fumée des canons aveuglait, les cris déchiraient l'air. Étienne avançait, baïonnette en avant, ses bottes glissant sur les cadavres mêlés à la terre. Autour de lui, ses frères tombaient un à un, mais chaque fois qu'il levait son arme, un cri naissait derrière lui. Pour le roi, pour Étienne. Les balles sifflaient, les éclats d'obus labouraient le sol. Étienne sentit plus d'une fois la mort frôler sa peau. Pourtant, il continuait, animé par une force qu'il ne comprenait pas lui-même. Était-ce la volonté de survivre? Était-ce le poids de ce symbole qu'il portait malgré lui? À la tombée du jour, le régiment tenait encore la ligne, brisé, mutilé, mais debout. Et au milieu des survivants, Étienne, couvert de sang et de cendres, les bottes du roi encore aux pieds. Les hommes le regardaient comme on regarde un saint revenu des flammes. Mais dans ses yeux brûlait une vérité terrible. Il savait que ses bottes ne lui appartenaient pas, et qu'un jour, elles demanderaient un prix plus lourd que sa chair. La nuit qui suivit la bataille, le camp était silencieux comme une tombe. Les blessés gémissaient, les survivants fixaient le feu sans parler. Étienne, lui, restait assis, les bottes du roi posées devant lui. Ses pieds nus, meurtris de nouveau, respiraient enfin. Il contemplait le cuir taché de sang et de poudre et se demandait s'il ne devait pas les brûler sur le champ. Mais un messager arriva à cheval, le visage blême. Il portait un ordre scellé du roi lui-même. Le capitaine ouvrit le parchemin, lut et pâlit à son tour. Puis il s'approcha d'Étienne. « Fils, Sa Majesté ordonne que tu sois envoyé à la tête d'un détachement. Une mission désespérée, tenir un pont jusqu'à l'arrivée des renforts. Si ce pont tombe, l'armée entière sera encerclée. » Étienne sentit le monde vaciller. Il comprit d'un coup la cruauté de son destin. Les bottes qu'il avait portées jusqu'ici l'avaient transformé en symbole. Et maintenant, ce symbole devait être sacrifié pour sauver des milliers d'hommes. Il aurait pu refuser. Il aurait pu jeter les bottes au feu et disparaître dans la nuit. Mais en regardant ses frères, leurs visages creusés par la faim et la peur, il sut qu'il n'avait pas le droit. « J'irai, » dit-il simplement. À l'aube, il marcha en tête d'une poignée d'hommes, bottes aux pieds, baïonnettes au poing. Le pont se dressait, fragile et étroit, au-dessus d'une rivière sombre. Bientôt, des centaines de soldats ennemis surgirent des brumes. Le choc fut terrible. Étienne frappait, parait, reculait, avançait encore, ses bottes glissant sur les planches gorgées de sang. Autour de lui, ses frères tombaient un à un, mais chaque fois que l'un d'eux faiblissait, un autre criait « Tiens bon, Étienne, tant que tu tiens, nous tenons tous. » Les heures passèrent comme des siècles. Le pont devint une mer de cadavres. Étienne, couvert de blessures, vacillait. Ses jambes cédaient, mais les bottes semblaient ne le porter encore, comme si elles refusaient de tomber avant d'avoir accompli leur devoir. Enfin, au loin, retentit le corps des renforts. L'armée française arrivait. L'ennemi, surpris, recula. Le pont était sauvé. Étienne s'écroula à genoux.
Ses mains tremblaient, ses yeux se levèrent vers le ciel gris. Il sentit le sang couler de ses flancs, mais un sourire naquit sur ses lèvres. Ses dernières paroles furent un souffle. « Sire, vos bottes ont tenu. » Et il s'effondra, les bottes encore aux pieds, figé pour toujours dans l'image d'un soldat qui avait porté plus qu'un royaume. Des semaines plus tard, quand la poussière des batailles retomba, une rumeur traversa toute la France. Un soldat sans nom avait sauvé l'armée au prix de sa vie. On ne se souvenait plus de son visage, certains même ignoraient son prénom, mais tous parlaient de lui, comme du soldat aux bottes du roi. Au Kent, ses compagnons recueillirent son corps. Ses bottes, miraculeusement intactes malgré la boue et le sang, furent déposées dans une caisse scellée. Le capitaine écrivit de sa main une lettre adressée à Versailles. « Sire, voici les bottes que vous avez offertes. Elles ont tenu debout quand nos hommes n'avaient plus de force. Elles ont porté jusqu'au bout celui qui n'était rien, et qui, par elles, est devenu tout. » Lorsque la caisse arriva au palais, Louis XIV l'ouvrit lui-même. Le silence pesait sur la salle du trône. Le roi caressa du bout des doigts le cuir taché, et ses yeux, d'ordinaire impassibles, se voilèrent d'une étrange tristesse. « Qu'on n'oublie jamais, dit-il d'une voix grave, que ces bottes ont foulé la boue du royaume, et non seulement les marbres de Versailles. » Il ordonna que les bottes soient conservées dans une chapelle, non pas comme un trésor, mais comme un rappel. La grandeur d'un roi ne tient pas à ses dorures, mais à la fidélité de ceux qui saignent pour lui. Dans les tavernes, les soldats chantaient. Il est tombé pieds sanglants, debout dans la gloire. Le soldat sans bottes a gravé notre mémoire. Et longtemps, après sa mort, chaque fois qu'un régiment s'élançait dans la boue, un cri s'élevait, porté comme un talisman, pour le soldat aux bottes du roi. Ainsi Étienne, fils de paysan, devint une légende que ni le temps, ni les puissants ne purent effacer. La vraie grandeur ne réside ni dans l'or, ni dans la gloire des palais, mais dans le courage silencieux de ceux qu'on croit petits. Abonne-toi pour ne pas manquer d'autres récits, où la dignité humaine triomphe de l'injustice et du mépris.